Parmi les nombreux corps d'élite que compte l'armée française, celui qui va nous intéresser dans cette série de vidéos est intimement lié au développement de l'alpinisme et du ski. Les troupes de montagne, apparues à la fin du XIXe siècle, ont largement démontré notre excellence militaire en terrain extrême. Experts du combat en zone de montagne, précurseurs du ski, ces soldats d'un genre tout particulier ont grandement influencé le développement des régions alpines. Une histoire riche et passionnante que j'ai toujours voulu raconter sur cette chaîne. Alors sans plus tarder, nous nous lançons dans cette série dédiée à l'épopée extraordinaire des troupes de montagne françaises. Bien avant la période qui va nous intéresser, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, on trouve dans l'Ancien Régime quelques tentatives d'établir des unités militaires spécialisées en montagne en réponse à des conflits précis. À la fin du XVIIe siècle, on voit apparaître des arquebusiers de montagne mobilisés contre l'Espagne dans les Pyrénées, et des chasseurs de montagne sous les ordres du maréchal Berwick lors des campagnes de 1709 et 1713 en Savoie et dans le Dauphiné. Lors des guerres de la Révolution, l'armée des Alpes est constituée entre 1792 et 1797 et le général Kellermann y crée des bataillons de chasseurs dédiés à la protection des frontières. Délaissée lors de la Restauration et du Second Empire, cette idée de bataillons spéciaux affectés aux massifs alpins revient dans les discussions après la défaite contre la Prusse en 1870. Mais l'origine des troupes de montagne n'est pas à chercher dans l'état-major français, plutôt du côté de l'Italie. Le jeune royaume, récemment unifié après le Risorgimento, est encore en 1870 une nation fragile, si bien qu'elle ne représente pas a priori une menace pour les dirigeants français, qui n'affectent pas de véritables corps à la défense de la frontière des Alpes. Pourtant, plusieurs alertes sont rapidement signalées par quelques personnalités du monde de la montagne. C'est le cas de Ernest Cézanne, député des Hautes-Alpes et président du Club alpin français tout juste créé. En 1872, il a eu des échos du nouveau corps que l'armée italienne vient tout juste de mettre sur pied, les Alpini. Groupe de tirailleurs formés par des gens du pays, spécialisés dans la défense des terrains de montagne. Ils investissent les points stratégiques des frontières avec la France. Cézanne propose une loi au Parlement pour établir un corps similaire. Son idée reste toutefois lettre morte. Bien qu'étudiée par les dignitaires de l'armée, ceux-ci se posent déjà la question de maintenir ou non les bataillons de chasseurs à pied. Cette unité, héritée de la conquête de l'Algérie en 1840, et composée d'hommes plus résistants que dans l'infanterie classique, devait servir de base, dans l'esprit de Cézanne, aux troupes de montagne. Si les chasseurs sont finalement conservés après plusieurs années de réflexion, les bataillons spéciaux qui devaient être dédiés à la montagne ne sont en revanche pas retenus. À la fin des années 1870, Charles Zédé, le commandant militaire de Briançon, dans une vallée particulièrement exposée à de potentielles offensives italiennes, insiste et obtient que le 12e bataillon de chasseurs à pied de Lyon vienne stationner dans sa ville. L'homme à la tête de ce bataillon expérimenté est un certain Paul Arvers, montagnard émérite et lui aussi membre du Club alpin français. Durant ces années briançonnaises, il va emmener ses chasseurs parcourir les Alpes en de nombreuses occasions. Développant la connaissance du terrain montagnard parmi ses troupes, ce bataillon pose les bases des futurs chasseurs alpins. Pendant 10 ans, plusieurs bataillons de chasseurs à pied, accompagnés de détachements du génie et de batteries d'artillerie, vont suivre ces pionniers et développer une compétence alpine. Les officiers locaux, sans attendre quelque officialisation de Paris, entraînent de fait leurs troupes au combat en montagne et à l'alpinisme militaire. En 1882, l'Italie s'entend avec l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois pour former la Triple Alliance. La menace sur les Alpes se précise et l'armée accélère les manœuvres en montagne pour ces différents groupes interarmes. Le 24 décembre 1888, une loi acte enfin de façon officielle la création d'un contingent spécial formé dans les 14e et 15e corps d'armée. Le général Henri Berge en devient le premier commandant en chef et organise les troupes. 12 bataillons de chasseurs à pied deviennent donc les fameux chasseurs alpins. On y ajoute 3 régiments d'infanterie de montagne, dont les missions seront différentes, des hommes du génie et des batteries d'artillerie, pour former des groupes alpins opérationnels. Les bataillons alpins de chasseurs à pied, comme ils sont encore appelés,
sont d'abord destinées à être des unités nomades, parcourant les massifs alpins en reconnaissance des passages stratégiques. D'abord équipés de la même manière que les chasseurs classiques, leur matériel va évoluer pour mieux s'adapter à la montagne. Ainsi apparaîtra le fameux béret large de couleur bleue, appelé tarte, dont la grande taille permettait aux soldats d'y glisser leurs pieds lors des bivouacs particulièrement froids. Son esthétique unique en fera un attribut hautement symbolique des troupes alpines. Les régiments d'infanterie, eux, seront davantage cantonnés à la garde des postes fixes, dans l'Ubaye, le Briançonnais ainsi que sur le secteur tarentaise-maurienne. À partir de 1890, ces postes commenceront à être habités même en hiver, ce qui favorisera l'apparition du ski, alors encore très rudimentaire pour les déplacements. Rapporté de Scandinavie par quelques officiers, il est d'ailleurs encore appelé ski norvégien. En 1897, le lieutenant Widman, un jeune Suédois engagé dans le 28e bataillon de chasseurs alpins, fait une ascension hivernale et à ski du mont Guillaume. Cette réalisation, parmi d'autres, confirme l'intérêt pour l'armée de maîtriser ce nouveau moyen de déplacement. À Briançon, le capitaine Clerc a été promu à la tête d'une compagnie du 159e régiment d'infanterie alpine. Il découvre le ski un peu par hasard et devient rapidement convaincu de son avantage stratégique après avoir lu les écrits du colonel italien Zavatari. Les Alpini ont en effet déjà créé une école de ski et misent sur ce nouveau sport scandinave pour leurs manœuvres en hiver. Avec l'aval de l'état-major, il organise entre 1900 et 1902 des essais. Des raids à ski de plusieurs dizaines de kilomètres, des courses contre des hommes en raquettes pour déterminer le meilleur moyen de locomotion sur neige. Les résultats seront plus que probants et une école de ski militaire française sera créée en 1903 à Briançon, donnant aux skieurs de l'armée un avenir stratégique. Capables de franchir de grandes distances en hiver, de reconnaître des lieux auparavant inaccessibles, les troupes de montagne disposent ainsi d'une première vraie spécificité. Certains grands pionniers du ski en France, comme Henri Duhamel, seront aussi militaires de réserve et contribueront au développement de la pratique parmi les troupes. Duhamel deviendra même instructeur de ski pour les bataillons alpins au début de la Première Guerre mondiale. Lors de la saison estivale, les chasseurs travaillent sur leur connaissance du terrain avec de grands exercices de manœuvre et des marches forcées qui durent plusieurs mois. Les troupes explorent la montagne pour estimer les forces et faiblesses du terrain d'un point de vue tactique. On sort des sentiers, on escalade les arêtes, aucun coin de pente n'est laissé au hasard. Le combat en montagne n'ayant jamais été auparavant une priorité de l'état-major, il y a beaucoup à faire pour reconnaître les vallées, les cols, les sommets, qui pourraient plus tard devenir des théâtres d'opérations. Les troupes du génie vont d'ailleurs s'activer à aménager la montagne. Ils créent des routes, des tunnels, des ponts, afin de faciliter les déplacements et les manœuvres. C'est aussi un important réseau de postes fortifiés qui vont être construits en quelques années sur la frontière avec l'Italie. Ces ouvrages appartiennent au système serré des rivières, un grand plan de fortification décidé au sortir de la guerre contre la Prusse. Ces constructions de défense doivent prendre la suite des ouvrages hérités de Vauban, pour mieux répondre aux exigences de la guerre moderne. Dans les Alpes, les points stratégiques de connexion avec l'Italie sont donc ciblés. En Tarentaise, le fort de la Redoute ruinée au col du Petit Saint-Bernard est soutenu par les forts du Truc et de la Platte, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice. En Maurienne, où la menace est forte, le fort du Replaton qui surplombe Modane surveille l'entrée du tunnel ferroviaire qui relie France et Italie depuis septembre 1871. Plus haut, au nord-est, sur le col du Mont-Cenis, un autre fort est construit, celui de la Turat. Au sud, Briançon s'est rapidement transformé en place forte à partir de 1874. 5 forts sont construits pour bloquer l'accès facile du col de Montgenèvre, point hautement stratégique où les Italiens et les Français sont littéralement à portée de canon. La tension montera d'un cran en 1898 quand l'Italie entreprend la construction d'une forteresse assez particulière. Face aux 5 forts qui gardent Briançon, les Italiens posent les fondations d'une puissante batterie au sommet du mont Chaberton, à plus de 3000 mètres d'altitude, tous les canons braqués vers la ville. En 1910, on crée les premiers régiments d'artillerie spécialement dédiés aux Alpins, le 1er et 2e régiment d'artillerie de montagne, basés à Grenoble et à Nice.
À l'aube du premier conflit mondial, les troupes de montagne sont donc organisées et entraînées depuis plus de 3 décennies sur un terrain qui n'a plus vraiment de secret pour eux. De ce fait, elles seront notamment déployées avec succès en 1912 au Maroc pour combattre les chefs de la résistance dans les régions montagneuses du Moyen Atlas, où le premier rame s'illustrera particulièrement. En 1914, les groupes alpins prendront fièrement la direction des Vosges, au devant d'un conflit dont personne n'anticipe l'ampleur ni la tragédie. Dans le prochain épisode de cette série, nous nous pencherons sur le rôle des troupes de montagne durant la Première Guerre mondiale, puis de leur structuration pendant l'entre-deux-guerres, avant d'aborder leur héroïsme durant la guerre de 1940, seule armée française n'ayant pas reculé devant les forces de l'Axe. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.